Retour au bercail pour un photographe indépendant sud-africain. Il avait été enlevé en janvier 2017 en Syrie par un groupe d'hommes armés non identifiés. 46e vendredi de marche hebdomadaire en Algérie, il intervient au lendemain de la formation du gouvernement du nouveau président Abdelmadjid Tebboune. Le PAIGC saisit la Cour suprême après la proclamation des résultats de la présidentielle en Guinée-Bissau. Il conteste la défaite de Domingos Simoes Pereira. Shiraz Mohamed avait été kidnappé le 10 janvier 2017 devant un hôpital de l'organisation non gouvernementale sud-africaine Gift of the Givers à Darkouch, une ville syrienne. C'est son ex-épouse Shirley Bridgelal qui a annoncé son retour au bercail tout en précisant que compte tenu des circonstances, lui et sa famille demandent le respect de leur vie privée et que le moment venu, un communiqué sera publié. Mi-décembre, l'ONG Gift of the Givers avait affirmé que Shiraz Mohamed s'était enfui, mais sa famille avait expliqué n'avoir aucun contact avec lui. Le ministère sud-africain des Affaires étrangères, qui a souligné avoir travaillé avec toutes les parties impliquées pour obtenir sa libération, s'est dit très heureux du retour en Afrique du Sud du reporter, laissant le soin à sa famille de communiquer sur le sujet. En 2018 déjà, l'ONG avait annoncé avoir reçu la preuve indirecte que le photographe était en vie sous la forme de réponses à une série de questions. Un an plus tard, en 2019, elle avait affirmé avoir reçu une vidéo prouvant qu'il était toujours vivant. Si la réponse reste évasive, c'est la première fois que Macky Sall rompt le silence autour de cette question. Macky nage dans le clair-obscur, Macky Sall sort du bois, Macky Sall bluffe, ou ni oui ni non, la réponse du président sénégalais s'affichait partout en une de la presse locale ce 2 janvier. Ni oui ni non donc, une réponse volontairement élusive à un débat qui agite l'espace public depuis sa réélection en février 2019. Jusqu'ici, le sujet était tabou. Plusieurs hauts fonctionnaires et collaborateurs du président ont d'ailleurs été limogés pour s'être prononcés sur cette question épineuse. Selon un collaborateur de Macky Sall, ce dernier entend ainsi éviter les guerres de succession au sein de sa formation politique, l'APR, et de son gouvernement. Si je dis que je ne serai pas candidat, les membres du gouvernement ne vont plus travailler, chacun va essayer de se positionner. Si je dis que je serai candidat, une vive polémique va s'ensuivre, a d'ailleurs assuré le président devant les médias, rappelant qu'il n'avait pas de dauphin désigné. Pour Papa Biram Touré, vice-président du groupe parlementaire majoritaire Benno Bokk Yakaar, la sortie de Macky Sall est cohérente avec la position que le président a tenue jusqu'ici. Il faut donner la priorité à ceux qui le méritent, assure le député de la majorité, ajoutant que la priorité est à l'évocation des réalisations et des perspectives du second mandat et au débat programmatique. Le rassemblement a débuté 1 heure environ avant le départ prévu du cortège pour réclamer une période de transition afin de démanteler le système qui dirige l'Algérie depuis son indépendance en 1962. Notre marche est pacifique, nos revendications sont légitimes, ont scandé les manifestants devant des forces de l'ordre qui ont observé sans intervenir. Ce 46e vendredi de marche hebdomadaire s'est déroulé au lendemain de la formation du gouvernement du nouveau président Abdelmadjid Tebboune et d'un vaste mouvement de libération surprise de contestataires détenus. Jeudi, les tribunaux à travers le pays ont de manière inattendue remis en liberté 76 personnes emprisonnées dans le cadre du Hirak, le mouvement populaire de contestation du régime. Réclamée en vain depuis des mois, cette mesure perçue comme un geste d'apaisement a précédé l'annonce dans la soirée du premier gouvernement du nouveau président Tebboune. La plupart des manifestants n'acceptent pas ce gouvernement qu'ils qualifient d'illégitime.
Ils estiment qu'il s'agit d'un prolongement de l'ère du président déchu Abdelaziz Bouteflika. D'autres, par contre, espéraient un gouvernement de jeunes, comme promis par le président, et y déplorent la présence d'anciennes figures du système. Plus d'un tiers des 28 ministres du nouveau gouvernement appartenaient à l'équipe sortante nommée par le président Bouteflika le 31 mars, 2 jours avant sa démission, ou ont déjà été ministres durant ses 20 ans de présidence. L'annonce de la nouvelle équipe a été faite par le porte-parole de la présidence qui en a donné la composition à la télévision nationale. C'est une première, la composition du gouvernement étant généralement rendue publique par un communiqué officiel. Le 28 décembre, Tebboune avait nommé Premier ministre Abdelaziz Djerad, un universitaire de 65 ans, ancien secrétaire général de la présidence, puis du ministère des Affaires étrangères, et l'avait chargé de constituer un gouvernement. Plus d'un tiers des 28 ministres de plein exercice nommés jeudi l'étaient déjà dans le gouvernement sortant ou dans une des équipes gouvernementales des 20 ans de présidence d'Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission le 2 avril sous la pression d'un mouvement de contestation inédit. On est donc loin du renouvellement exigé par ce Irak qui réclame le démantèlement du système dirigeant d'Algérie depuis son indépendance en 1962. Le président Tebboune, âgé de 74 ans, fut longtemps lui-même ministre de Bouteflika, qui en fit son premier ministre en mai 2017, avant de le limoger moins de 3 mois plus tard. En prenant ses fonctions, il avait tendu la main au Irak, né le 22 février pour fonder une nouvelle république. Parmi les 28 autres ministres de plein exercice, plusieurs hauts fonctionnaires prennent la tête du ministère dans lequel ils officiaient et plusieurs portefeuilles sont attribués à des personnalités de la société civile. Principal fait notable, le gouvernement ne compte pas de vice-ministre de la Défense, poste qu'occupait depuis 2013 et jusqu'à son décès le 23 décembre, le puissant chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah. Le président de la République est traditionnellement ministre de la Défense, en titre en Algérie. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, dirigé par Domingos Simões Pereira, candidat malheureux du second tour de la présidentielle selon la commission électorale, a introduit ce vendredi les recours visant à annuler le résultat du scrutin de dimanche dernier. Aucun responsable du parti n'était joignable ce vendredi dans l'immédiat pour préciser les griefs de cette formation. Mais parlant de fraude électorale, son candidat Domingos Simões Pereira avait dans la foulée dénoncé des résultats pleins d'irrégularités, de nullités et de manipulations. La victoire au second tour de la présidentielle du 29 décembre est revenue au candidat du parti d'opposition MADEM et ancien Premier ministre Umaro Sissoko Embalo avec 53,55% des suffrages selon des résultats annoncés mercredi par la Commission électorale nationale qui a crédité le candidat du PAIGC de 46,45% des voix. Les juges se réuniront lundi pour commencer à analyser les recours du PAIGC. La Cour suprême dispose de 8 jours pour se prononcer. La passation de pouvoir entre le président sortant José Mario Vaz et son successeur doit avoir lieu 45 jours après l'annonce des résultats définitifs par la haute juridiction. En Somalie, la polémique enfle après l'attentat sanglant de Mogadiscio samedi dernier. Lundi sur Twitter, les renseignements somaliens ont affirmé qu'un pays étranger avait planifié l'attaque, sans en dire plus. Or, comme la bombe visait un convoi turc, beaucoup ont pensé à une implication des Émirats arabes unis, fondamentalement opposés à Ankara dans la région. Le mystérieux tweet des services secrets somaliens a entraîné une polémique régionale. Dans son message, l'agence NISA n'a apporté aucune preuve de ces accusations. Pour plusieurs chercheurs d'ailleurs, voir la main de l'étranger n'a pas de sens. Les Chebabs ont suffisamment d'expertise pour mener l'attaque eux-mêmes. Quant aux Émirats, ils n'ont aucune alliance avec les islamistes somaliens. Certes, des Turcs ont été tués et Ankara est l'ennemi d'Abu Dhabi dans la région, mais ce n'est pas une preuve suffisante d'une implication émiratie. Par contre, la Turquie elle-même est regardée avec soupçon. En effet, c'est le journal turc Yeni Şafak, réputé proche du président Erdogan,
qui le premier a mentionné une implication des Émirats. Les Chebabs ont, eux, mis 2 jours à revendiquer l'attentat, peut-être pour ne pas se faire voler la paternité de l'opération. Sauf que les voilà responsables d'un bain de sang parmi les civils, presque 90 morts et 150 blessés. Un peu comme s'ils avaient été obligés de se tirer une balle dans les pieds. Dans un message du Nouvel An, Muhammadu Buhari a déclaré qu'il ne tenterait pas de faire plus que ce que la constitution nigériane lui permet. Il a indiqué comme principale préoccupation la sécurité de la nation et celle des Nigérians. Muhammadu Buhari dirige le Nigeria depuis mai 2015. Général de l'armée, il avait dirigé son pays de décembre 1983 à la suite d'un coup d'État à août 1985. Il a été candidat malheureux aux élections présidentielles de 2003, 2007 et 2011. En 2015, il est élu à la présidence face au président sortant, Goodluck Jonathan. Il est réélu en 2019. Selon un correspondant de la BBC, les spéculations sur le fait que Muhammadu Buhari prévoyait de rester au pouvoir ont été nombreuses ces derniers jours. Dans la sous-région ouest-africaine, plusieurs présidents sont dans le même cas de figure, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas été clairs sur leurs intentions relatives au 3e mandat. Le climat de suspicion est né de la tendance qui se dégage de plus en plus sur le continent où les dirigeants s'arrangent pour s'éterniser au pouvoir en modifiant la loi fondamentale de leur pays.